Accrochez-vous à l'histoire d'un pays autrefois salué comme un modèle de stabilité, qui s'est transformé en l'épicentre d'une violence inimaginable en l'espace de quelques années seulement. C'est le destin de l'Équateur, et le récit qui suit dévoile comment cette nation a basculé du calme apparent au chaos sous l'emprise d'une force criminelle implacable. Pendant une longue période, certains pays furent non perçus comme des exemples de stabilité au milieu d'un continent souvent secoué par la violence. L'Équateur comptait parmi ces nations. Encore en 2017, le taux d'homicide y était d'à peine 5,8 cas pour 100 000 habitants, l'un des plus faibles de toute l'Amérique latine. Les touristes affluaient aux îles Galapagos, photographiaient les flamants roses, achetaient des chapeaux Panama à Cuenca et rentraient chez eux avec la conviction d'avoir visité l'un des endroits les plus sûrs de l'hémisphère occidental. Personne ne les avertissait que, sous cette façade de tranquillité, des éléments inflammables s'accumulaient silencieusement depuis plusieurs années. En décembre 2020, Jorge Luis Zambrano, surnommé Rasquiña, leader des Los Choneros, la plus grande et la plus ancienne organisation criminelle d'Équateur, fut assassiné dans un centre commercial de Manta, ville côtière. Sa mort déclencha une réaction en chaîne que personne ne parvint à endiguer. Trois groupes qui avaient œuvré pendant des années sous la protection des Los Choneros en tant que tueurs à gages et sous-traitants régionaux proclamèrent aussitôt leur indépendance et entreprirent de se partager le territoire. Parmi eux se trouvait une bande au nom simple et implacable, Los Lobos, les loups. Ce qui se déroula en Équateur au cours des 5 années suivantes serait ultérieurement qualifié par les analystes de l'ONU et les criminologues internationaux comme l'un des exemples les plus rapides de transformation d'un État passant d'une zone de transit paisible à l'épicentre du narcotrafic continental. Le taux d'homicide grimpa de 5,8 pour 100 000 habitants en 2017 à 46 en 2023, soit une augmentation de 693% en 6 ans. En 2025, ces chiffres atteignirent 50,9 homicides pour 100 000 habitants, faisant de l'Équateur le pays affichant le taux de violence le plus élevé de toute l'Amérique latine, devant le Mexique, la Colombie et le Honduras. Derrière cette escalade se trouve avant tout une seule organisation. Les Los Lobos commencèrent leur parcours comme une agglomération de mercenaires carcéraux. Ils achèvent cette décennie en tant que cartel transnational, comptant environ 8000 membres, menant des opérations dans 7 provinces de l'Équateur, possédant un vaste réseau en Europe et jouissant du statut officiel d'organisation terroriste étrangère selon la législation américaine. Le cheminement d'un département subordonné à une force indépendante capable d'influencer le dénouement d'assassinats politiques et de dicter des conditions sur des routes continentales entières de la cocaïne a exigé moins de 5 ans. Voici comment cela a été possible. Les racines des Los Lobos plongent dans la province septentrionale d'Imbabura, une région rurale, démunie, dotée d'anciennes traditions d'extraction illégale d'or. C'est précisément là, dans la zone de Buenos Aires, canton d'Urcuqui, que le noyau du groupe se forma dès la fin des années 2000. Initialement, il s'agissait de cellules criminelles locales se livrant à des larcins mineurs, à l'extorsion auprès des mineurs et au contrôle des points de vente de drogue illicites à l'échelle locale. Pas d'idéologie, pas de grande stratégie, juste la pragmatique impitoyable de la survie en marge économique d'un État qui ne s'en souciait guère. Vers 2011, un jeune homme nommé Wilmer Giovanni Chavarria Barré, surnom de rue Pipo, fut incarcéré. C'est précisément en prison qu'il effectuera une ascension fulgurante qui le transformera par la suite en criminel le plus dangereux et le plus recherché de la région, selon l'évaluation du ministre de l'Intérieur de l'Équateur. Entre 2011 et 2019, Chavarria a dirigé l'organisation directement depuis sa cellule. Un phénomène tout à fait ordinaire en Équateur, à une époque où les prisons sont devenues de facto les quartiers généraux des empires criminels. Il bâtissait des hiérarchies, scellait des alliances, éliminait des rivaux, et tout cela depuis sa cellule, avec la connivence ou la complicité directe des gardiens qui étaient régulièrement rémunérés. Au cours de cette période initiale, les Los Lobos agissaient comme une unité d'assaut des Los Choneros, spécialisée précisément dans ce qui leur avait valu leur surnom, les assassinats sur commande. C'était une spécialisation distincte. Les loups tuaient ceux que Rasquiña désignait, et en retour, ils recevaient de l'argent, des armes et une protection derrière les murs des prisons. Cette répartition du travail était commode pour les deux parties, exactement jusqu'à ce que l'une d'elles décide qu'elle pouvait agir de manière autonome. Le décès de Rasquiña en décembre 2020 marqua ce tournant. Pour les Los Lobos, ce ne fut pas un motif de deuil, mais une opportunité qu'ils saisirent immédiatement.
Avec des groupes alliés, les Los Chone Killers et les Los Tiguerones, ils attaquèrent la direction fragmentée des Los Choneros dans les prisons à travers tout le pays. Ce qui débuta comme un partage interne se transforma très rapidement en une série de massacres carcéraux de masse, bouleversant toute la perception de l'Équateur comme un pays paisible. Mais ce n'était que le début. Pour appréhender ce que sont précisément les Los Lobos aujourd'hui, il est impératif de retracer ce cheminement, d'une bande provinciale de tueurs à gages à un cartel international, dont les opérations s'étendent sur au moins 8 pays. Il est nécessaire de saisir chaque étape. Comment la structure a été édifiée, comment les itinéraires ont été tracés, comment l'argent a été blanchi, comment l'organisation a résisté aux coups de l'État, a assassiné des personnalités politiques et a continué de fonctionner même après l'arrestation de ses leaders. C'est une histoire qui se déroule sous nos yeux, car elle n'est pas encore terminée. La province d'Imbabura, d'où sont originaires les fondateurs de l'organisation, demeure aujourd'hui encore le centre géographique et symbolique des Los Lobos. C'est précisément ici, à la fin des années 2000, que se sont formées les premières cellules, et c'est ici que passe la première veine d'or illégale que l'organisation a placée sous son contrôle avant même de s'affirmer à l'échelle nationale. Ce lieu d'origine reste à la fois source et symbole. Pour comprendre l'ascension fulgurante des Los Lobos, il faut comprendre l'Équateur, un pays qui, pendant des décennies, a créé, sans le vouloir, les conditions idéales pour l'épanouissement du crime organisé. L'Équateur ne produit pas de cocaïne. Il n'y a pas de plantation de coca à une échelle comparable à celle de la Colombie ou du Pérou. Cependant, la nature en a décidé autrement. Le pays est situé précisément entre les deux plus grands producteurs de cocaïne au monde et ses ports du Pacifique, en premier lieu Guayaquil, le 6e port d'Amérique latine en termes de trafic de marchandises, garantissent un accès direct aux routes vers l'Europe et les États-Unis. Cela fait de l'Équateur non pas la source de la cocaïne, mais sa porte d'entrée. Et les portes d'entrée coûtent toujours très cher. Selon les informations du président de l'Équateur, Daniel Noboa, vers le milieu des années 2020, environ 70% de la cocaïne entrant sur le marché mondial transite par les ports équatoriens. Ce chiffre, qui peut sembler exagéré, est néanmoins confirmé par des estimations indépendantes. Le défenseur des droits de l'Équateur a affirmé, dans une interview à Deutsche Welle, que jusqu'à 70% des drogues consommées en Europe sont exportées précisément via les ports équatoriens. Une telle concentration des flux de transit signifie que le contrôle d'un ou deux ports clés équivaut au contrôle d'une part significative du marché mondial de la drogue. C'est précisément cette récompense qui est disputée à Guayaquil. Le système s'est progressivement dégradé. Les réformes économiques du président Lénine Moreno, arrivé au pouvoir en 2017, prévoyaient une austérité budgétaire stricte. Parmi les victimes de cette économie se trouvait le système carcéral. Les dépenses pour son maintien furent réduites d'un tiers entre 2017 et 2021, tandis que le nombre de détenus continuait de croître. C'est précisément durant cette période que les Los Lobos et des groupes similaires ont établi un contrôle de facto sur les pavillons des prisons, transformant les centres de détention préventive en quartiers généraux et en centres de recrutement. En 2020, le taux de pauvreté dans le pays était revenu au seuil de 27%, un indicateur comparable à celui de 2007, anéantissant tout ce qui avait été réalisé au cours des 10 années précédentes. Selon les analystes du Crisis Group, un tiers des jeunes équatoriens âgés de 15 à 25 ans ne travaillent ni n'étudient. C'est précisément cette catégorie démographique qui constitue la principale réserve pour le recrutement des gangs. Une part significative des membres des Los Lobos, selon les informations de la presse locale, est composée d'adolescents indigents. On ne peut pas comprendre les Los Lobos sans saisir le facteur mexicain. Le cartel Jalisco Nouvelle Génération, connu dans le monde hispanophone sous le sigle CJNG, est l'une des deux organisations transnationales de narcotrafic dominantes au Mexique, avec le cartel de Sinaloa. Au début des années 2010, après l'arrestation et l'extradition de Joaquín El Chapo Guzmán, le CJNG a interprété l'affaiblissement de Sinaloa comme une opportunité d'expansion vers le sud du continent et de conquête des routes équatoriennes de la cocaïne. La stratégie était simple, trouver un groupe local prêt à rivaliser avec les Los Choneros qui travaillaient historiquement avec Sinaloa et le soutenir financièrement. Ce groupe devint les Los Lobos. Selon le département du Trésor des États-Unis, le CJNG a commencé à financer les Los Lobos, précisément dans le but d'évincer les Los Choneros des routes de transit équatoriennes. Ce partenariat a tout changé. Avant le CJNG, les Los Lobos étaient une bande carcérale à l'influence régionale. Après le CJNG, ils ont eu accès au financement mexicain, aux armes, aux méthodes opérationnelles et aux réseaux de distribution internationaux. Ils ne sont pas simplement devenus plus forts, ils sont devenus une organisation qualitativement différente. Une organisation capable de mener une guerre simultanément sur plusieurs fronts, dans les prisons, dans les rues, dans les ports et dans les zones minières. Une organisation qui, en 2020,
était prêt à saisir toute opportunité que le destin lui offrirait. Cette opportunité survint avec la mort de Rasquiña. En l'espace de quelques semaines après son décès, les Los Lobos, les Los Chon Killers et les Los Tiguerones, 3 organisations issues de la structure des Los Choneros, déclarèrent la guerre à leur ancien protecteur. Les prisons devinrent les premiers champs de bataille. Et ce qui s'y déroula stupéfia même les chroniqueurs les plus expérimentés de la violence latino-américaine. Les cartels mexicains n'ont pas simplement choisi les Los Lobos au hasard. Ce fut un calcul stratégique. Le CJNG avait besoin d'un partenaire doté d'une infrastructure déjà existante au sein des prisons équatoriennes, là où précisément étaient aux prises les décisions clés concernant les itinéraires, la corruption et l'élimination des concurrents. Les Los Lobos possédaient cette infrastructure. En échange, ils reçurent ce qu'il leur manquait: de l'argent pour les armes, des liens avec des acheteurs internationaux et une couverture au niveau des opérations transnationales. Ce fut un mariage de convenance qui allait changer l'Équateur pour toujours. La vulnérabilité structurelle des institutions équatoriennes rendit cette expansion inéluctable. Ni la police, ni le ministère public, ni le système carcéral ne disposaient des outils nécessaires pour contrecarrer une organisation opérant simultanément à l'intérieur du pays et dirigée depuis l'étranger. C'est précisément cette combinaison, cruauté locale et logistique transnationale, qui devint la formule par laquelle les Los Lobos conquirent l'Équateur. Le rôle des réseaux criminels des Balkans mérite une attention particulière. Bien que le principal partenaire international des Los Lobos demeura le CJNG, des liens stables se formèrent progressivement avec des structures européennes. En premier lieu avec des organisations de Serbie et des Balkans spécialisées dans le transport des marchandises à l'intérieur de l'Europe. Selon l'OCCRP, dès janvier 2021, 430 kg de cocaïne furent dissimulés dans un conteneur de bananes. L'organisateur serbe de cet envoi fut ultérieurement identifié comme une figure impliquée dans des opérations à travers toute l'Europe. Les Los Lobos opéraient habilement avec les 2 sources de demande, mexicaine et européenne, simultanément. Le 23 février 2021 marqua le début d'une nouvelle ère de violence équatorienne. Ce jour-là, pas moins de 4 prisons explosèrent simultanément, Turi, Littoral, ainsi que les établissements régionaux de Latacunga et Guayas. Les assaillants, membres des Los Lobos, Los Chon Killers, Los Pipos et Los Tiguerones, attaquèrent les détenus des Los Choneros de manière coordonnée, telle une opération militaire. Le bilan, 79 morts en une seule journée. Les médias internationaux rapportèrent les événements sous le choc, mais les responsables équatoriens utilisèrent le mot « sans précédent » dans leur communiqué de presse, sans proposer en même temps la moindre mesure concrète de riposte. Ce n'était que le commencement. Le 21 juillet 2021, une nouvelle vague de massacres simultanés à Littoral et Latacunga. 27 morts. Cette fois, les caméras de vidéosurveillance enregistrèrent des scènes difficiles à décrire, même dans un contexte documentaire. Des corps dans le potager de la prison, des détenus tués directement sur les parterres de légumes. Le 28 septembre 2021, ce qui allait officiellement entrer dans l'histoire comme le plus grand massacre carcéral de l'Équateur et l'un des plus sanglants de l'histoire latino-américaine en général, se produisit. Au pénitencier littoral à Guayaquil, des groupes armés s'affrontèrent. Selon les chiffres officiels, 123 détenus périrent, 5 furent décapités. Les corps étaient retrouvés dans les canalisations de la prison. L'armement dont disposaient les participants aux événements de septembre était effarant. Armes à feu, couteaux, engins explosifs improvisés. Le président Guillermo Lasso décréta l'état d'urgence dans le système carcéral et admit que les autorités ne contrôlèrent pas la situation. Dans l'histoire du pays, il n'y a jamais eu rien de pareil, déclara-t-il. Cette déclaration est en soi éloquente. Un pays ayant vécu des décennies dans une relative tranquillité fut confronté, en un jour, à une réalité que ses institutions n'étaient pas prêtes à appréhender. Fin 2021, plus de 315 détenus avaient péri dans les prisons équatoriennes en une seule année. Les Los Lobos jouèrent un rôle clé dans la quasi-totalité des incidents majeurs. Ils ne participaient pas simplement à la guerre, ils la menaient. Parallèlement, en dehors des murs de la prison, l'organisation bâtissait ce qui allait devenir par la suite sa principale base économique, le contrôle de l'extraction illégale d'or. En novembre 2022, une nouvelle révolte carcérale fut provoquée par le transfert de l'un des leaders des Los Lobos d'un établissement habituel à un autre. Les membres de l'organisation réagirent immédiatement par la violence. 10 personnes perdirent la vie. À ce stade, il devint évident, les prisons en Équateur n'étaient plus des lieux de privation de liberté pour les membres des Los Lobos. C'était leur lieu de travail. Pourquoi les prisons sont-elles devenues un instrument de gestion si commode? La réponse est simple et à la fois dévastatrice: la corruption. Selon les observateurs internationaux, le budget du système carcéral équatorien entre 2017 et 2021 a été réduit d'1 tiers face à une croissance simultanée du nombre de détenus. Les gardiens
recevant des salaires de misère, étaient extrêmement réceptifs aux offres de paiement supplémentaires pour la livraison de téléphones portables, l'organisation de rencontres et la transmission d'informations. C'est précisément par ces canaux que Pipo a dirigé l'organisation pendant sa première période d'incarcération, de 2011 à 2019. Et c'est précisément par ces mêmes stratagèmes que les successeurs et les compagnons de Pipo ont continué à la diriger après sa libération. Il convient de souligner un fait qui est souvent négligé dans les chronologies. Malgré les nombreux massacres carcéraux, malgré les centaines de morts, malgré les états d'urgence déclarés, aucune des figures clés des Los Lobos n'a été condamnée et incarcérée dans des conditions capables de limiter réellement leur influence. La prison en Équateur n'est pas devenue un obstacle pour l'organisation. Elle est devenue une partie de son infrastructure opérationnelle. La guerre carcérale présentait également une autre dimension, moins évidente. Chaque représentant des Los Choneros tué en prison signifiait un affaiblissement du contrôle de cette organisation sur un quartier spécifique en dehors. Chaque pavillon conquis par les Los Lobos au pénitencier littoral était transmis à l'extérieur comme un signal. Dans cet îlot, dans ce port, dans cette province, il y a désormais d'autres maîtres. La guerre carcérale n'était pas une fin en soi. C'était un instrument de redistribution territoriale en liberté. Peu de membres du gouvernement et de la communauté journalistique le comprenaient en 2021. En 2023, tous le comprenaient déjà. Mais il était trop tard. Le procureur général de l'Équateur a ultérieurement constaté l'organisation en quelques années de guerre carcérale a établi son contrôle sur une part significative du système pénitentiaire équatorien, ce qui lui garantissait un levier d'influence direct sur le narcotrafic, les extorsions et les décisions politiques au niveau de provinces entières. Cette infrastructure n'a été détruite par aucune des nombreuses mesures d'urgence déclarées, elle s'est seulement adaptée aux nouvelles conditions. Il convient également de s'attarder sur le phénomène du recrutement. Une part significative de la force opérationnelle des Los Lobos n'est pas composée de criminels adultes expérimentés, mais d'adolescents et de jeunes âgés de 15 à 22 ans, issus des quartiers les plus pauvres de Guayaquil, Quito, Latacunga et des provinces minières. L'organisation leur offrait ce que l'État ne pouvait pas offrir, de l'argent, un statut, un sentiment d'appartenance à une communauté et une protection physique dans les rues dangereuses. Selon les analystes du Crisis Group, un tiers des Équatoriens âgés de 15 à 25 ans ne travaillent ni n'étudient. C'est précisément de ce tiers que les Los Lobos puisent leurs nouvelles recrues, rapidement, efficacement, avec des offres difficiles à refuser dans des conditions où il n'y a pas d'autres propositions. Cela fait de la lutte contre l'organisation une tâche non seulement policière mais aussi sociale, et les outils sociaux de l'Équateur sont encore manifestement insuffisants. Tandis que le sang coulait dans les prisons, les Los Lobos bâtissaient silencieusement une deuxième économie, celle qui allait garantir à l'organisation une indépendance financière, même durant les périodes où le narcotrafic était partiellement paralysé par les opérations de police. Il s'agit de l'extraction illégale d'or, transformée en une industrie autonome, qui rapporte, selon les documents de renseignement déclassifiés, en 2024 environ 3,6 millions de dollars par mois, soit plus de 43 millions de dollars par an uniquement depuis le canton de Camilo Ponce Enriquez. La province d'Imbabura, au nord de l'Équateur, d'où sont originaires les Los Lobos, est depuis longtemps réputée pour l'extraction illégale d'or. Mais vers 2017-2018, l'organisation a commencé à étendre systématiquement sa présence dans le secteur minier au-delà de sa base historique. Selon une enquête du média Mongabé et du portail équatorien Código Vidrio, basée sur des documents de renseignement de 2023 au milieu des années 2020, les Los Lobos contrôlaient l'extraction illégale d'or dans au moins 7 provinces, d'Imbabura au nord, en passant par les provinces amazoniennes de Napo, Orellana et Sucumbios, jusqu'à Azué et Zamora Chinchipe au sud. Le processus fonctionnait selon un principe unique dans chaque nouveau district. Première étape, reconnaissance et ultimatum. Les coopératives de mineurs illégaux se voyaient contraintes de payer une cotisation mensuelle dans le jargon local, la vacuna ou vaccin ou vaccin d'un montant allant de 300 à 900 dollars par travailleur ou jusqu'à 1000 dollars par mois pour chaque mineur illégal dans des zones telles que la réserve de Podocarpus. Ceux qui refusaient subissaient des violences. Plusieurs fonctionnaires locaux qui s'étaient publiquement prononcés contre l'extraction illégale ont été attaqués ou tués. Les leaders des communautés indigènes, selon les journalistes, craignent de s'exprimer ouvertement par peur des représailles. Deuxième étape, l'acquisition de la chaîne de production. Les Los Lobos ne se contentèrent pas de collecter de l'argent auprès des mineurs.
Ils prenaient le contrôle de l'ensemble de la chaîne de valeur ajoutée, de l'extraction directe du minerai à sa transformation. Selon les enquêtes, l'organisation a pris le contrôle d'environ 20 mines illégales dans le canton de Camilo Ponce Enriquez, a extorqué de l'argent à plus de 30 sociétés minières privées disposant de concessions légales et a contrôlé le travail de 40 groupes de mineurs illégaux. L'or extrait était transporté par camion sur environ 1000 km vers le sud jusqu'aux villes de Portovelo et Camilo Ponce Enriquez où, dans des installations de raffinage illégales, le minerai était fondu en lingots d'or à 18 carats. Troisième étape, logistique et corruption. Les chauffeurs de camions versaient des pots de vin aux agents de la police de la route à chaque point de contrôle, selon les sources de 40 000 à 60 000 $ par trajet. Cette somme était intégrée au coût de l'opération comme une dépense standard. Les lingots légalisés étaient ensuite mêlés aux exportations légales d'or via des sociétés commerciales de Guayaquil ou exportés par voie terrestre vers les pays voisins. L'or devenait une partie des statistiques officielles des exportations équatoriennes, dissimulant complètement son origine criminelle. En juillet 2024, les forces spéciales équatoriennes menèrent une opération dans la zone minière de la province d'Azuay. À la suite du raid, 49 personnes, dont 3 femmes, furent découvertes retenues en otage dans les tunnels de la mine. 2 ravisseurs présumés furent arrêtés. Simultanément, les forces de l'ordre saisirent de la dynamite, des armes à feu et des munitions. 4 autres otages furent retrouvés morts, les cadavres en partie démembrés. Ce fut l'un des épisodes les plus frappants illustrant le mode opératoire des Los Lobos dans les zones minières. Ils contrôlent chaque point d'entrée, retiennent les personnes par la force et éliminent ceux qui résistent. L'extraction illégale d'or n'est pas une activité marginale de l'organisation. C'est sa deuxième source de revenus la plus importante, assurant sa stabilité financière pendant les périodes où le narcotrafic attire une attention trop soutenue des forces de l'ordre. Parallèlement à l'or, une troisième source de revenus se développa, l'extorsion au sens large. Des hommes d'affaires, des propriétaires d'entreprises de transport, des restaurateurs, des commerçants dans les quartiers contrôlés par l'organisation, tous payaient un tribut régulier. Pour ceux qui refusaient, il existait un ensemble standard de mesures coercitives. L'incendie de la voiture, l'agression d'un proche, l'enlèvement avec demande de rançon. Selon l'opération Libertad 995, menée en novembre 2025, les Los Lobos exigèrent 100 000 $ pour la libération d'une femme enlevée à Ambato. 8 participants de cette cellule spécifique furent arrêtés lors de 3 perquisitions simultanées. Mais le schéma se reproduisit immédiatement ailleurs avec d'autres exécutants. C'est là le problème fondamental auquel tout État se heurte en luttant contre de telles organisations. Les Los Lobos ne constituaient pas une pyramide hiérarchique avec un unique leader irremplaçable à son sommet. Ils représentent un réseau de cellules relativement autonomes, chacune spécialisée dans un type d'activité spécifique: narcotrafic, or, extorsion, recrutement de tueurs à gages. La destruction d'une cellule n'anéantit pas le réseau. L'arrestation du leader ralentit mais n'arrête pas les opérations. L'organisation se reproduit plus rapidement que l'État ne parvient à la démanteler. Il est important de souligner, dans la région de Podocarpus, pour atteindre certains points d'extraction, une unité militaire spécialement entraînée mettait 12 heures de marche à pied dans la jungle. Le 9 août 2023, à 18h09, heure locale, le journaliste et militant anticorruption Fernando Villavicencio sortit d'une école au nord de Quito où il venait de conclure un meeting électoral. 8 jours restaient avant les élections présidentielles. Ses gardes du corps l'escortèrent jusqu'à sa voiture. Quelques secondes plus tard, des coups de feu retentirent. Villavicencio mourut sur le coup. Il avait 59 ans. Cet assassinat a bouleversé l'Équateur. Non pas parce que le pays ignorait la violence politique. En 2023, le taux d'homicide avait déjà atteint 46 pour 100 000 habitants et la violence était devenue le décor habituel de la vie quotidienne. Le choc fut d'une autre nature. Il s'agissait de la première liquidation politique d'un candidat à la présidence dans l'histoire récente du pays. Villavicencio recevait publiquement des menaces de mort, bénéficiait d'une escorte d'État et continuait néanmoins à s'exprimer lors des rassemblements. Ses assassins le savaient et agirent sans se cacher. Le tireur qui a déchargé les balles mortelles fut à son tour abattu lors d'un échange de tirs avec la police immédiatement après l'attentat. Les enregistrements vidéo des caméras de surveillance ont permis d'établir l'identité d'un autre membre du groupe d'assaut. En suivant cette piste, les enquêteurs parvinrent à une maison dans la partie orientale de Quito où 6 suspects colombiens furent arrêtés. Des armes, des munitions et des grenades furent trouvées sur eux. Quelques semaines plus tard, tous les 6 furent retrouvés morts au centre de détention préventive de Littoral. Les médecins légistes établirent étranglés. Le journal espagnol El País cita une source selon laquelle ils auraient été pendus. Le 7e suspect fut tué le jour suivant dans un autre établissement. 7 exécutants éliminés avant même le procès.
Cela caractérise de manière éloquente le niveau d'infiltration des Los Lobos dans le système pénitentiaire équatorien. L'organisation a réussi à retrouver et à liquider ses propres tueurs à gages directement dans le centre de détention préventive avant qu'ils n'aient eu le temps de témoigner. En février 2024, la procureure Ana Hidalgo présenta au tribunal les résultats de l'enquête. L'assassinat avait été organisé depuis la prison. Les messages envoyés à l'un des tueurs à gages recrutés furent tracés jusqu'à un détenu de la prison de Latacunga. Ce détenu, Carlos Edwin Angulo Lara, surnommé El Invisible, fut condamné et, en juillet 2024, écopa de 34 ans et 8 mois de privation de liberté. Sa complice Laura Diana Castillo, responsable de la logistique de l'opération, reçut une peine similaire. 3 autres accusés dans l'affaire, Eric Ramirez, Victor Flores et Alexandra Chimbo, furent condamnés à 12 ans. Cependant, l'enquête n'a pas réussi à clore la question clé dans le cadre de cette affaire. Qui se cachait derrière Angulo Lara? Au procès, un témoin a déclaré qu'une récompense de 200 000 $ avait été promise pour la tête de Villavicencio en raison de ses activités contre la corruption et les gangs. Les enquêteurs ont découvert des liens entre les accusés de l'affaire et l'entourage de l'ancien président Rafael Correa, qui purge une peine en Belgique pour une affaire de corruption et nie toute implication dans l'assassinat. Cette question demeure ouverte. Le fait que les Los Lobos aient été les organisateurs de l'assassinat a été officiellement reconnu. C'est précisément après ce crime que l'organisation a acquis une notoriété internationale qui dépasse les chroniques criminelles. En mars 2026 à Mexico, alors qu'il tentait d'entrer dans le pays avec de faux documents colombiens au nom de Juan Carlos Montero, Ángel Esteban Aguilar Morales, surnommé Lobo Menor, Petit Loup, fut arrêté. Le ministre mexicain de la Sécurité, Omar Garcia Harfuch, l'a qualifié de lié à des affaires de narcotrafic, d'extorsion et de meurtre. Le président colombien, Gustavo Petro, l'a décrit comme l'un des tueurs à gages les plus célèbres au monde. Aguilar fut extradé vers la Colombie, où il est également mis en cause dans des affaires de lien avec les dissidents des FARC. Cet assassinat est devenu une frontière symbolique. Jusqu'au 9 août 2023, les Los Lobos étaient un problème équatorien que la communauté internationale observait avec un intérêt modéré. Après, ils sont devenus l'objet d'une attention scrupuleuse de la part des services secrets américains, d'Interpol et d'Europol. Les États-Unis, en septembre 2025, ont officiellement reconnu les Los Lobos comme une organisation terroriste étrangère, un statut qui ouvre un arsenal d'outils de pression entièrement différents, du gel des avoirs à la coopération militaire directe. L'assassinat de Villavicencio n'a pas été un simple crime politique. Ce fut un signal que l'organisation a envoyé à tout l'Équateur. Les Los Lobos atteignent les plus hautes sphères. Ce signal a été entendu. Au cours des 18 mois suivants, le pays est entré dans une période de bouleversement politique, comparable peut-être seulement au temps de la dictature militaire directe. Les élections se sont déroulées sous l'état d'urgence. Le nouveau président, le jeune entrepreneur Daniel Noboa, a pris les rênes d'un pays qui saignait littéralement, et il lui a immédiatement déclaré la guerre. L'affaire de l'assassinat de Villavicencio a mis en lumière un autre problème systémique, la dépendance de la justice équatorienne envers les dépositions de témoins, que l'organisation est capable d'éliminer. 7 exécutants de l'assassinat ont été liquidés directement dans le centre de détention préventive avant le début du processus judiciaire. Il ne s'agissait pas simplement d'un acte de dissimulation de preuves, ce fut une démonstration de capacité. Les Los Lobos ont prouvé que leur influence s'étendait à l'intérieur des murs de la prison si profondément qu'aucun isolement en détention provisoire n'était une garantie de sécurité pour le témoin. Selon les informations publiées par le média Revista Raya en mars 2026, citant un rapport classifié du FBI, 5 des mercenaires colombiens tués avant leur mort avaient réussi à subir des interrogatoires, au cours desquels une protection et 5 millions de dollars de récompense leur avaient été promises. Il leur avait été communiqué à tous les 5 qu'ils pouvaient être tués et que le FBI et la police équatorienne pouvaient l'empêcher. 8 jours plus tard, ils étaient tous morts. Dans la nuit du 7 au 8 janvier 2024, José Adolfo Matías Villamar, surnommé Fito, leader des Los Choneros, l'un des principaux rivaux des Los Lobos, s'est évadé de la prison régionale d'El Guayas. Il a disparu directement de sa cellule, la veille même d'un transfert programmé vers un établissement plus strict. Les gardiens n'ont rien remarqué, ou ont fait semblant de ne rien remarquer. Le lendemain, l'Équateur s'est réveillé dans un autre pays, le 8 janvier 2024, une date que les Équatoriens retiendront longtemps. En l'espace de quelques heures après la confirmation de l'évasion de Fito, les gangs ont déclenché une vague coordonnée de terreur à travers tout le pays. À Guayaquil, des hommes armés ont pris d'assaut la retransmission en direct de la chaîne TC Télévision, forçant les employés à s'allonger au sol, sous la menace de fusils automatiques. La police a passé plusieurs heures dans une opération pour libérer les otages, arrêtant 13 personnes accusées de terrorisme. Dans tout le pays, des voitures piégées explosaient, des attaques contre des postes de police
étaient perpétrées. Des émeutes carcérales éclataient simultanément dans plusieurs établissements. Pas moins de 10 personnes sont mortes au cours des 24 premières heures, dont 2 policiers. Le président Daniel Noboa, jeune homme politique avec moins de 2 mois d'expérience présidentielle, signa ce même soir un décret déclarant un conflit armé interne dans le pays et instaurant un état d'urgence de 60 jours avec couvre-feu. 22 organisations criminelles, y compris les Los Lobos et les Los Choneros, furent officiellement désignées comme cibles militaires. Les forces armées furent autorisées à utiliser la force létale. Le temps des gouvernements tièdes est révolu, déclara Noboa lors d'une interview à Radio Canela. Le pays, de fait, bascula sous la loi martiale. Mais les Los Lobos n'étaient pas simplement la cible de ce conflit. Ils étaient l'une de ses forces motrices. Le chaos de janvier 2024 ne naquit pas spontanément. Ce fut une pression coordonnée sur le nouveau gouvernement, une démonstration du fait que les organisations criminelles sont capables de déstabiliser l'État plus rapidement que l'État n'est capable de réagir. Les versions sur l'identité exacte des organisateurs des attaques synchronisées divergent. Une partie des analystes désigne les Los Choneros comme le principal instigateur, en réponse à l'arrestation de leur leader. D'autres estiment que les Los Lobos ont profité du chaos créé pour la conquête simultanée des territoires abandonnés par le concurrent affaibli. Noboa réagit par une militarisation massive. Au cours des premiers mois de 2024, des unités de l'armée pénétrèrent dans les prisons, prenant le contrôle d'établissements de facto gérés par les gangs. En avril 2024, Noboa organisa un référendum au cours duquel les électeurs approuvèrent l'élargissement des pouvoirs du gouvernement dans la lutte contre la criminalité. Les soldats obtinrent le droit de patrouiller les rues et les prisons. La possibilité d'extradition fut étendue. Un mécanisme de confiscation accélérée des biens des gangs fut introduit. En mai 2024, Noboa annonça un nouvel état d'urgence, cette fois dans 7 des 24 provinces du pays. Selon les données de la CLED, rien que durant les 11 premiers mois de 2025, plus de 3600 personnes ont trouvé la mort en Équateur suite aux actions des gangs. Le niveau de violence à Guayas et dans les provinces côtières avoisinantes a atteint des indicateurs dignes de zones d'opération de guerre active. Dans la ville de Durán, 140 homicides pour 100 000 habitants ont été enregistrés. Plus de 71% de la population du pays, soit plus de 12,7 millions sur 18 millions d'Équatoriens, en 2025 a été directement exposée à l'impact du crime organisé. Depuis 2021, environ 132 000 personnes sont devenues des déplacés internes et plus de 400 000, soit plus de 2% de la population, ont quitté le pays. En décembre 2024, Benjamin Camacho, surnommé Pendiesi, leader des Los Chone Killers, organisation alliée des Los Lobos lors des guerres carcérales de 2021 à 2022, fut assassiné. En juillet 2025, José Adolfo Macias, Fito, jamais capturé à l'intérieur du pays, fut extradé vers les États-Unis. La disparition des leaders des organisations clés n'a pas mis fin à la violence. Elle l'a intensifiée. La lutte entre factions au sein de chacune des structures désintégrées a ajouté de nouvelles dimensions à un conflit déjà à plusieurs niveaux. Les Los Lobos ont profité de la vulnérabilité des Los Choneros affaiblis, entamant leur expansion dans leurs provinces côtières traditionnelles de Los Rios et Manabí. Cela a provoqué une nouvelle vague d'affrontements, non plus entre les deux organisations principales, mais entre un grand nombre de petites factions n'obéissant à personne. Début 2026, le gouvernement de Noboa a déployé plus de 10 000 militaires dans les 3 provinces où le niveau de violence était le plus élevé. Les chiffres des homicides en 2025 ont augmenté de 30% par rapport à 2024. 9 216 homicides par an contre 7 063 l'année précédente. Noboa, s'exprimant au Forum économique mondial de Davos, a déclaré que l'Équateur menait une guerre totale contre le mal et le narcoterrorisme. La guerre continuait. Il était nécessaire de dire quelques mots sur la géographie de la violence. Elle est irrégulière et cette irrégularité révèle quelque chose sur la logique des Los Lobos. Les zones les plus touchées ne sont pas simplement les quartiers pauvres, ce sont les quartiers situés sur des routes de transit d'importance critique. La province de Guayas avec Guayaquil, ce sont les ports. La province de Los Rios, c'est le corridor agricole par lequel transite le transport terrestre depuis la Colombie. La province de Manabí, c'est la ligne côtière avec de nombreux petits ports de pêche, où le transbordement de marchandises est possible sans contrôle douanier. Sucumbios, c'est la frontière avec la Colombie, et en même temps la zone d'extraction illégale d'or. La violence en Équateur n'est pas uniformément répartie. Elle se concentre précisément là où il y a quelque chose à contrôler. Et la carte de la violence coïncide pratiquement avec la carte des opérations des Los Lobos. Le narcotrafic, c'est la première et principale source de revenus des Los Lobos pour laquelle existe toute l'infrastructure restante. L'Équateur ne produit pas de
cocaïne, mais en est le principal exportateur sur le marché mondial. Selon les données officielles, environ 70% de l'offre mondiale transite par les ports équatoriens. Ce transit n'est pas simplement une coïncidence géographique, mais le résultat d'un travail pluriannuel pour la création de l'infrastructure. Réseau d'agents dans les ports, fonctionnaires corrompus, entreprises de logistique et exportateurs prêts en échange d'une rémunération à fournir un conteneur ou un lot de marchandises pour le mélanger avec le fret. La cocaïne entre en Équateur depuis la Colombie et le Pérou, parfois par voie terrestre à travers les cols montagneux, parfois par voie maritime le long de la côte pacifique. En Équateur même, la drogue est stockée dans des entrepôts en banlieue de Guayaquil ou au cœur de la province, en attente du conteneur adéquat. La méthode privilégiée est le mélange avec des marchandises légitimes dans des conteneurs frigorifiques. Les bananes sont le vecteur le plus courant. L'Équateur est le plus grand exportateur mondial de bananes, expédiant annuellement des produits d'une valeur de plus de 5 milliards de dollars vers des dizaines de pays. Ce flux de marchandises est impossible à inspecter entièrement avec le niveau actuel d'équipement des services douaniers. Selon le journal français Le Monde, même après avoir doté tous les ports équatoriens de scanners en 2024, seulement 5% des enregistrements vidéo qui en résultent sont analysés avec précision en raison du manque de personnel. En juillet 2024, les douaniers équatoriens, assistés d'unités cynophiles, ont découvert dans un conteneur de bananes à destination de l'Allemagne via le port de Posorja 6,23 tonnes de cocaïne, emballées en 5630 paquets. La valeur estimée de la cargaison sur le marché européen est de 224 millions de dollars. 5 personnes ont été arrêtées, dont un représentant de la société d'exportation. Peu de temps avant, une cargaison encore plus importante avait été découverte en Équateur, 22 tonnes de cocaïne cachées dans un élevage de porcs. Ces deux épisodes ne caractérisent pas des percées isolées. Ils illustrent l'ampleur des opérations menées régulièrement et dans lesquelles les Los Lobos sont l'un des opérateurs clés. Le partenaire clé sur la route européenne est devenu la mafia albanaise. Les enquêteurs d'Europol ont établi des citoyens albanais se rendaient personnellement en Équateur pour négocier des accords et organiser de vastes livraisons. C'étaient précisément eux qui assuraient le dernier kilomètre. Après l'arrivée de la cocaïne dans les ports européens, la division opérationnelle de la cargaison, le transport vers l'intérieur du continent et la distribution dans différents pays. Le rôle de liaison entre les Los Lobos et les structures européennes était assuré par Hernán Ruilova Barzola, citoyen équatorien que les enquêteurs décrivent comme le pont entre l'organisation et ses partenaires européens. C'est précisément son arrestation en octobre 2024 dans la zone de Barbones dans la province d'El Oro après la saisie d'une demi-tonne de drogue et l'interpellation de 3 complices qui marqua le point de départ d'une vaste enquête internationale. Au cours des 16 mois suivants, les enquêteurs de l'Équateur, de la Belgique, des Pays-Bas, d'Europol et de l'agence antidrogue des États-Unis ont retracé les opérations du réseau. Le 2 mars 2026, le jour où les résultats de ce travail furent rendus publics. L'opération conjointe s'est soldée par les résultats suivants. 16 personnes arrêtées, dont une cible de grande valeur, 26 perquisitions dans plusieurs provinces de l'Équateur, la saisie de 14 voitures de luxe, 20 téléphones portables, des armes à feu, des bijoux et plus de 800 000 $ en espèces. Mais les chiffres les plus significatifs sont ceux des drogues saisies. Sur le territoire des Pays-Bas, au cours de l'opération Victoria, 2,5 tonnes de cocaïne ont été confisquées et 5 personnes arrêtées. Dans le cadre de Victoria II, 1,2 tonnes supplémentaires sans arrestation. Dans une opération distincte aux Pays-Bas, 3,2 tonnes et 3 citoyens albanais en détention. En Belgique, plus de 3 tonnes de cocaïne. En Équateur, 572 kg. Le volume total saisi le long de la chaîne d'opération s'élevait à 7,64 tonnes de drogue. Selon les calculs des enquêteurs, sur le marché européen, cette cargaison aurait été vendue pour 346 millions de $. Ce succès des forces de l'ordre est impressionnant, mais il ne faut pas en déduire que la victoire définitive est proche. 7,64 tonnes, c'est exactement ce qui a pu être intercepté. Selon les données d'Europol, le marché de la cocaïne en Europe consomme des centaines de tonnes par an. La saisie de 7,64 tonnes est un coût significatif porté à un réseau spécifique, mais pas à l'offre structurelle. Il est également important de noter la manière exacte dont les Los Lobos se sont intégrés à la distribution européenne. Contrairement aux cartels sud-américains qui livraient historiquement la marchandise à la frontière et recevaient de l'argent, a posteriori, les Los Lobos ont construit un modèle plus complexe. Les relations avec les partenaires sont fondées sur la confiance, confirmée par des rencontres personnelles, des liens à long terme et des instruments financiers
financier permettant de répartir les risques entre les différents participants de la chaîne. Il ne s'agit pas d'accords occasionnels, il s'agit de partenariats commerciaux stables, qui sont beaucoup plus difficiles à détruire que les contrats de fourniture traditionnels. Il faut ajouter un autre aspect non négligeable, la corruption dans le système portuaire. Même les moyens techniques d'inspection les plus sophistiqués sont impuissants si le personnel qui les gère reçoit du cartel pour fermer les yeux plus que ce qu'il gagne en un mois de travail officiel. Selon les enquêteurs équatoriens, l'un des maillons clés du schéma de Ruilova Barzola étaient les employés des douanes portuaires, qui informaient à l'avance le réseau sur le programme des inspections et l'identité des inspecteurs enclins à collaborer. Aucune opération internationale ne peut compenser cette faiblesse systémique, tant que les salaires des fonctionnaires portuaires restent disproportionnés par rapport aux offres du cartel. Le 16 novembre 2025, vers midi, des agents espagnols de la police nationale ont approché un homme en survêtement noir et vert dans une rue de Malaga. Aucune résistance, aucune fusillade. Simplement, l'homme, considéré comme mort depuis plus de 4 ans, se tenait sur le trottoir espagnol et s'est laissé passer les menottes. Wilmer Giovanni Chavarria Barré, surnommé Pipo, leader des Los Lobos, le criminel le plus recherché de la région, a été arrêté dans le cadre d'une opération conjointe de la police espagnole et équatorienne. L'histoire de sa disparition mérite d'être racontée à part. En 2021, en pleine pandémie de Covid-19, la famille de Chavarria déclara son décès d'une crise cardiaque, compliquée par une infection au coronavirus. Aucune enquête officielle ne suivit. Le corps, selon les informations disponibles, fut enterré. Les forces de l'ordre de l'Équateur classèrent l'affaire. Et c'est précisément à ce moment que Pipo, avec de nouveaux documents, un nouveau nom, une apparence altérée après, selon les sources, cette intervention de chirurgie plastique s'envola du pays et s'installa en Europe. Sous le nom de Danilo Fernandez, il vivait en Espagne, profitait des services d'hôtels de luxe en Europe et au Moyen-Orient et continuait de diriger l'organisation avec une efficacité non moindre qu'auparavant. Le président Noboa a ultérieurement déclaré que, depuis l'Espagne, Chavarria continuait de contrôler les opérations criminelles en Équateur, y compris l'extraction illégale d'or et l'organisation d'assassinats. Le ministre de l'Intérieur, John Reinberg, qui était personnellement présent lors de l'arrestation à Malaga et a qualifié ce jour d'historique, a officiellement lié Chavarria à pas moins de 400 morts. Selon les sources, l'arrestation fut possible parce que Chavarria avait atterri à Malaga en provenance du Maroc, ne se doutant peut-être pas qu'il était sous surveillance. La coordination entre les agents équatoriens et espagnols fut menée dans la plus absolue discrétion. Il est significatif. Ce même jour, le 16 novembre 2025, un référendum se déroulait en Équateur où, entre autres, était débattue la question des bases militaires étrangères, une mesure défendue par Noboa comme élément de la stratégie antidrogue. Le timing de l'arrestation n'était manifestement pas fortuit. Le référendum, cependant, échoua. Qu'est-il advenu de l'organisation après l'arrestation de Chavarria? Rien de catastrophique, et c'est précisément la réponse la plus alarmante à cette question. Selon les données de la CLED, le niveau de violence en Équateur à la fin de 2025 n'a pas diminué après l'arrestation de novembre. Il a continué de croître. L'organisation, bâtie sur des cellules décentralisées avec une autonomie relative, ne s'est pas effondrée après la perte de son leader. Elle s'est adaptée. Des visages nouveaux ont pris les postes de commandement, une partie des schémas logistiques a été redessinée. Mais les opérations ont continué. Cela distingue fondamentalement les Los Lobos des cartels verticaux classiques, où l'arrestation du chef désoriente automatiquement les structures subordonnées. L'organisation, par son architecture, se rapproche davantage des structures en réseau, où chaque cellule ne connaît que ce qui lui est nécessaire pour remplir sa fonction. Cela complique l'enquête. En éliminant un participant, les enquêteurs n'accèdent qu'à son niveau d'information, mais pas au tableau complet. C'est précisément pour cette raison que, malgré l'arrestation de Chavarria en novembre 2025 et du Lobo Menor en mars 2026, les enquêteurs parlent de l'organisation au présent et non au passé. Toutefois, chaque arrestation revêt son importance. Les opérations internationales contre les Los Lobos privent progressivement l'organisation de figures clés, capables de bâtir et de maintenir des partenariats internationaux. Remplacer Pipo, un homme ayant des liens personnels pluriannuels avec le CJNG, des distributeurs européens et des intermédiaires au Moyen-Orient, n'est pas chose aisée. Ce sont précisément ces liens, accumulés au fil des ans, qui constituent le véritable avantage concurrentiel de l'organisation sur le marché international. Leur destruction exige du temps, mais elle est en cours. Cependant, en considérant l'arrestation de Chavarria dans un contexte plus large, on ne peut ignorer sa signification symbolique. Pendant 4 ans,
il a vécu sous un faux nom, avec un visage modifié, dans un pays étranger. Pendant 4 ans, il a dirigé l'organisation à distance, utilisant des canaux de communication cryptés et des intermédiaires de confiance. Et pendant tout ce temps, il était convaincu d'être mort pour l'État qu'il avait inscrit sur la liste des personnes recherchées. La police espagnole a démenti cette conviction. C'est un précédent important. Cela démontre que la coopération transnationale des forces de l'ordre est capable d'atteindre les fugitifs, même dans les pays où ils se sentent en sécurité. Il faut aussi mentionner ceux qui ont été arrêtés avant Chavarria. Au cours des années 2024 à 2025, les autorités équatoriennes ont fait état de l'arrestation d'un total de 20 participants de grande valeur de diverses organisations criminelles. Ces arrestations n'ont pas eu un grand retentissement international, mais chacune d'elles faisait partie d'une pression méthodique sur le niveau opérationnel des Los Lobos, coordinateurs des routes, intermédiaires entre les producteurs de drogue et les agents portuaires, commandants locaux responsables de provinces spécifiques. La destruction de ce maillon intermédiaire, moins public que l'arrestation d'un leader, mais non moins importante pour le fonctionnement de l'organisation, est peut-être le travail le plus laborieux et le moins gratifiant. Parallèlement, selon les médias équatoriens, fin 2025, plusieurs proches de membres arrêtés de l'organisation à Guayaquil faisaient état de menaces et de persécutions. Cela démontrait l'organisation conservait la capacité d'intimider les témoins et les proches, même en période d'arrestations actives. Une ressource opérationnelle importante, la plus difficile à détruire par des méthodes légales. Le blanchiment d'argent, c'est le niveau invisible, mais d'une importance capitale pour toute organisation criminelle. Sans lui, l'argent liquide, obtenu de la vente de drogue, d'or et de l'extorsion, demeure du papier inutile. Il est impossible de l'investir, de le transporter à l'étranger ou de le léguer. Les Los Lobos, tout au long de leur histoire, ont utilisé plusieurs schémas parallèles de légalisation des profits, les adaptant à mesure que les forces de l'ordre démasquaient les précédents. Le premier niveau, la circulation de l'argent liquide à l'intérieur du pays. L'argent de l'extorsion et de la vente au détail de drogue circule sous forme d'espèces, se mêlant aux revenus des entreprises légales. Magasins, petites entreprises de transport, café en bord de route. Cette méthode est simple et difficile à prouver. Établir qu'un billet spécifique est de l'argent de la drogue est pratiquement impossible en l'absence de traces électroniques. Le deuxième niveau, l'or. Comme déjà décrit, les lingots extraits illégalement s'intègrent dans les flux d'exportation légaux, transitant par des entreprises de raffinage officielles. Après l'exportation, l'or est accepté par les acheteurs comme une marchandise normale, et l'argent arrive sur les comptes légaux de sociétés commerciales, enregistrés au nom de prête-noms. Selon la ressource analytique mexicaine MKS Law, c'est précisément l'or illégal qui est devenu l'autoroute financière parallèle silencieuse de l'organisation, moins visible que le narcotrafic, mais non moins lucrative. Le troisième niveau, les transferts internationaux via des sociétés écrans. Les enquêteurs d'Europol, au cours de l'opération conclue en mars 2026, ont identifié un schéma de blanchiment d'argent ramifié, directement lié au réseau de Ruilova Barzola. Les profits des livraisons européennes de cocaïne étaient transférés via des sociétés dans diverses juridictions avant de revenir en Amérique latine sous forme d'investissement ou de paiements commerciaux. Lors des perquisitions, les enquêteurs ont trouvé plus de 810 000 $ en espèces dans des maisons liées au réseau, seulement la pointe visible de l'iceberg financier. Le quatrième niveau, la crypto-monnaie. Selon les analystes spécialisés dans le renseignement financier sur l'Équateur, des organisations de cette envergure utilisent de plus en plus activement des portefeuilles de crypto-monnaies décentralisés pour la conservation et le transfert d'une partie des actifs. Les transactions via des portefeuilles anonymes sont pratiquement intraçables sans accès aux clés. Après de grandes opérations policières, c'est précisément vers la crypto-monnaie que se déplace une partie des réserves que l'organisation n'a pas le temps de légaliser par les méthodes traditionnelles. Les capacités financières globales de l'organisation sont estimées par les analystes avec prudence, mais de manière éloquente. L'or illégal à lui seul rapporte, selon les données documentées, plus de 43 millions de dollars par an. Les revenus du narcotrafic ne peuvent être calculés avec précision, mais la cargaison de 7,64 tonnes, interceptée dans le cadre de l'opération de mars 2026, a été évaluée à 346 millions de dollars de valeur marchande, et ce n'est qu'une transaction tombée sous l'œil des enquêteurs en 16 mois d'observation. Un tiers du marché de la cocaïne en Équateur, selon diverses estimations, passait par les Los Lobos à l'apogée de leur influence. La faiblesse du renseignement financier de l'Équateur est bien connue des analystes. L'Unité nationale de renseignement financier, l'UAFE, dispose de ressources
ressources limitées et subit une pression chronique de la part d'acteurs désireux de maintenir le statu quo. La coopération internationale dans ce domaine, avec la FinCEN aux États-Unis, avec le groupe Egmont, avec Europol, avait jusqu'à récemment un caractère plus déclaratif que pratique. L'opération de mars 2026 a montré que cela est en train de changer progressivement. Mais pour un bouleversement radical, une restructuration systémique est nécessaire, et non une série d'attaques ciblées sur des réseaux isolés. Il est nécessaire de considérer également comment les Los Lobos se sont intégrés dans l'écosystème plus large du crime organisé en Équateur. L'organisation n'a jamais agi de manière isolée. Elle a toujours existé dans un équilibre dynamique avec ses rivaux, ses alliés et l'État. Sa position actuelle n'est pas seulement déterminée par ses propres capacités, mais aussi par ce qui arrive à ses concurrents. Les Los Choneros, historiquement une organisation plus puissante, sont déstabilisés. Leur leader Fito a été extradé vers les États-Unis en juillet 2025. La structure est fragmentée. Les Los Chon Killers ont perdu leur leader en décembre 2024. Les Los Tiguerones sont affaiblis par les conflits internes continus. Dans ce contexte, les Los Lobos, malgré leurs propres pertes, se révèlent être l'organisation relativement la plus forte parmi les structures restantes. C'est précisément ce qui explique pourquoi l'arrestation de Chavarria en novembre 2025 n'a pas entraîné une diminution de la violence. L'espace libéré est immédiatement devenu l'objet de conflits, à la fois au sein des Los Lobos, entre les prétendants à la direction et entre l'organisation et les fragments des gangs concurrents. Selon les analystes de la Global Initiative Against Transnational Organized Crime, c'est précisément dans les situations de vide de leadership que la violence atteint son plus haut niveau. Chaque prétendant au pouvoir est contraint de démontrer sa dureté par des actions démonstratives. Cela signifie que les mois suivant chaque arrestation majeure sont inévitablement accompagnés d'une augmentation du nombre d'homicides et non de sa diminution. Selon les estimations de la communauté analytique internationale, le tableau financier complet de l'organisation ne sera jamais reconstitué avec précision. Une part trop significative des opérations était menée en espèces, par l'intermédiaire de prête-noms et dans des juridictions avec une coopération limitée dans le domaine du renseignement financier. Les Los Lobos sont arrivés en avril 2026 dans un état difficile à décrire comme une défaite totale ou comme la conservation de leur pouvoir antérieur. Deux leaders clés sont arrêtés, Wilmer Chavarria en Espagne en novembre 2025, Ángel Aguilar au Mexique en mars 2026. Une opération internationale avec la participation d'Europol, de la DEA, de la police équatorienne, ainsi que des forces de l'ordre néerlandaises et belges, a infligé à l'organisation un coût financier d'un montant de plus de 346 millions de dollars en drogue saisie. 16 membres du réseau sont en état d'arrestation, plusieurs dizaines de personnes ont été soumises à des perquisitions et des interrogatoires. L'organisation est enregistrée dans les registres des organisations terroristes étrangères des États-Unis et de l'Équateur. Et pourtant, le taux d'homicide en Équateur en 2025 a augmenté de 30%, atteignant 9216 cas. Un record pour toute l'histoire du pays. Aucune des provinces sous gestion d'urgence n'a rapporté une diminution substantielle de la violence au début de 2026. La guerre continue. Dans ce paradoxe réside l'essence du problème, qui ne peut être résolu par de simples arrestations. Les Los Lobos ne sont pas simplement un groupe de personnes armées. Ils sont une institution sociale, enracinée dans la réalité économique des provinces de l'Équateur. Un chômage élevé chez les jeunes, une présence historiquement faible de l'État dans les zones minières, d'énormes incitations financières que l'organisation peut offrir à ceux qui n'ont pas d'alternative légale. Tant que ces conditions perdurent, et elles perdurent, l'organisation se relèvera après chaque coup. De nouveaux visages prendront les positions des personnes arrêtées. De nouvelles cellules se chargeront des routes détruites. Il existe également un autre facteur qu'on ne peut ignorer dans l'analyse de l'avenir de l'organisation, les partenariats internationaux. Le CJNG demeure une structure capable de combattre et financièrement puissante, malgré les années de pression exercées par les autorités américaines et mexicaines. Son intérêt à maintenir le corridor de transit équatorien n'a pas disparu avec l'arrestation de Chavarria. Cela signifie que les financements, les armes et le soutien opérationnel peuvent être redirigés vers les nouveaux leaders des Los Lobos de manière relativement rapide si le CJNG le juge opportun. C'est précisément cette circonstance qui fait de la victoire sur l'organisation une tâche exigeant des efforts non seulement intra-équatoriens, mais aussi transnationaux. En mars 2026, l'Équateur et les États-Unis ont annoncé le lancement d'une nouvelle phase d'opération conjointe contre les cartels de la drogue. L'administration du président Trump, qui utilise la lutte contre le narcotrafic comme justification de la présence militaire en Amérique latine, a désigné les Los Lobos comme l'un des objectifs prioritaires. L'armée équatorienne continue de patrouiller les rues dans les provinces côtières. Plus
Plus de 10 000 militaires sont déployés dans les zones de violence les plus intenses. Les prisons ont été placées sous le contrôle de l'armée. Mais la solution militaire n'est pas une solution en soi. 5 années de crise l'ont démontré. Chaque vague d'état d'urgence, chaque nouvelle militarisation, chaque arrestation historique, tout cela a ralenti l'organisation, mais ne l'a pas détruite. Car elle ne vit pas dans les téléphones des leaders arrêtés, ni dans les conteneurs interceptés. Elle vit dans les quartiers où la moitié des jeunes hommes n'ont pas de travail, dans les ports où les fonctionnaires gagnent moins que ce que coûte une affaire résolue, dans les cantons miniers où l'État n'apparaissait que pour percevoir les impôts, mais pas pour garantir la sécurité. L'histoire des Los Lobos, ce n'est pas seulement l'histoire d'une organisation criminelle, c'est l'histoire de la désintégration des pactes sociaux. Un pays qui encore, en 2017, était considéré comme l'un des plus sûrs de l'hémisphère occidental, est devenu en 2025 le pays affichant le taux d'homicide le plus élevé d'Amérique latine. Ce chemin n'a pas été parcouru seulement par les loups, il a été parcouru par le système économique, politique, institutionnel, qui a d'abord créé les conditions propices à la naissance des Los Lobos, puis a perdu à plusieurs reprises l'opportunité de les arrêter et cherche maintenant à combattre les symptômes de la maladie sans se résoudre à établir un diagnostic. L'arrestation de Pipo à Malaga, l'arrestation du Lobo Menor à Mexico, la saisie de 7,64 tonnes de cocaïne en Europe, le sauvetage de 49 otages d'une mine à Azuay. Toutes ces victoires sont réelles, mais aucune d'elles n'annule le fait que l'organisation continue d'exister et de recruter de nouveaux membres. Tant qu'il n'y aura pas d'emplois légaux dans la province d'Imbabura et qu'à Guayaquil le salaire d'un fonctionnaire portuaire ne sera pas comparable à ce que propose le cartel, l'histoire des Los Lobos aura une suite. Les loups ne sont pas une anomalie, ils sont un miroir. En avril 2026, au moment de la rédaction de ces lignes, aucune des questions clés n'est close. Pipo, détenu en Espagne, est en attente d'extradition vers l'Équateur. Le Lobo Menor purge sa détention provisoire en Colombie, où 2 enquêtes parallèles sont en cours à son encontre. La nouvelle direction des Los Lobos n'a pas été identifiée publiquement, ce qui en soi est un signe de son existence. Les provinces minières sont toujours sous le contrôle de l'organisation. Les patrouilles militaires opèrent le long des routes, mais l'armée ne s'aventure pas en profondeur dans les réserves et les mines illégales avec la même régularité. Les partenariats internationaux de l'organisation ont été partiellement rompus par les opérations de mars 2026, mais non détruits. L'arrestation de Ruilova Barzola a brisé une chaîne spécifique entre l'Équateur et les distributeurs européens, mais pas toutes celles qui existent. L'argent continue d'arriver, via l'or, via les routes de la gare de la drogue restante, via l'extorsion dans les provinces. L'organisation est blessée, mais elle continue de respirer.